Merci beaucoup, Emmanuel. Merci évidemment de nous accueillir ici et à la Manufacture des Idées pour cette organisation. C'est un vrai plaisir de commencer cette journée. On a l'impression d'être en automne, je dois dire. Sous les arbres, donc voilà, avec ces feuilles qui tombent, pour parler justement de différentes manières de se relier au paysage avec Dolores Bertret. Donc Dolores, vous êtes paysagiste, urbaniste et postdoctorante à l'Université de Genève. De 2017 à 2019, vous avez travaillé à l'Atelier parisien d'urbanisme, l'APUR, au Cambodge, dans le cadre d'une coopération décentralisée. Vous avez des recherches qui s'intéressent à l'ontologie politique du vivant, ça on reviendra là-dessus, ainsi qu'aux dynamiques urbaines. Vous explorez également la matérialité du monde avec notamment, ça c'est l'objet de ce livre que vous avez publié avec Métis, le sable et les granulats, ainsi que des nouveaux mécanismes de production de l'espace en Asie du Sud-Est et en Afrique de l'Est, notamment au Rwanda, en vous concentrant sur la justice environnementale et socio-spatiale. Donc, Dolores, l'un des points qui, notamment, est dans ce livre qui vient de sortir, sur la piste minérale, enquête sur la filière du sable en Asie du Sud-Est, que vous pouvez d'ailleurs retrouver à la librairie. Vous menez une enquête sur le sable, alors loin des plages estivales, loin de ces espaces récréatifs, vous repartez sur la manière dont le sable va être pris dans un régime extractiviste de construction, dans cette géographie tout à fait particulière en Asie du Sud-Est. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, pour commencer, comment a commencé cette enquête et quel était son objet ? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. C'est un peu impressionnant, j'avoue, d'être devant vous. Je remercie tous les bénévoles aussi qui font que ce festival existe. Merci beaucoup aussi, Martin, pour ta question. Alors, comment j'en suis arrivée au sable ? Ça date d'il y a déjà quelques années, donc en 2017, quand j'arrive avec l'Atelier parisien d'urbanisme dans le cadre de cette coopération décentralisée, on doit étudier en fait la zone sud de Phnom Penh. Et donc la zone sud de Phnom Penh, ce sont des lacs qui sont en cours de remblai. Et en cours de remblai avec un matériau, notamment le sable. Donc Phnom Penh, rapidement, c'est une ville dans une plaine alluviale avec une actimétrie assez basse. On n'est pas à plus de 10 mètres de hauteur. Et donc finalement, on a toujours vécu avec l'eau à Phnom Penh. Il y a énormément de lacs au sein de la ville. Il y a aussi des canaux. Et bien sûr, il y a le Mékong et le Tonlé Sap qui sont juste à côté de la ville et qui, du coup, c'est à Phnom Penh en fait que le delta du Mékong commence. Donc, il y a cette relation avec l'eau qui est perpétuelle. Et puis, il y a la saison des pluies qui est donc de mai à octobre, qui fait que l'eau vraiment s'immisce dans la ville, puisque à ce moment-là, eh bien, le Mékong monte, donc il rentre en crue, et on ferme toutes les vannes dans la ville pour pas que l'eau du Mékong rentre dans les terres. Mais pendant ce temps-là, il y a de l'eau de pluie qui continue de couler, donc les lacs, ils ont ce rôle finalement de pouvoir stocker pendant plusieurs mois, s'il le faut, cette quantité d'eau qui va donc tomber. Et c'est là que on arrive avec l'Atelier parisien d'urbanisme où en fait on a été mandaté par la municipalité de Phnom Penh, donc on collabore vraiment avec la municipalité de Phnom Penh et on nous explique qu'il y a un méga projet urbain qui est en cours de construction au sud de la ville sur plus de 2500 hectares et ils vont remblayer les fameux lacs du sud qui ont donc des rôles très importants. Et donc c'est là que le sable apparaît pour la première fois que moi je le vois. Ce projet, justement, est-ce que vous pouvez le décrire un petit peu ? Parce qu'il se fait dans un contexte qui est particulièrement intéressant. Oui, on peut projeter une photo, par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être mettre en grand écran. Voilà, donc là on est au sud de Phnom Penh, donc peut-être je vais recommencer par une carte. On est au niveau donc, du projet qui s'appelle ING City, qui est au sud de la ville. Donc là, vous voyez en vert sur la carte de Phnom Penh toutes les zones qui sont en cours de remblai. Celles qui ont été déjà remblayées, je ne les ai pas identifiées. Mais en tout cas, moi, toutes ces zones-là, j'ai été donc, les visiter pendant mes
mes années de terrain. Et donc ce projet ING City, il est porté par un conglomérat sino-cambodgien. Et donc ils ont pour projet de construire une ville satellite, donc au sud de Phnom Penh. Donc on est sur plus de 2000 hectares, donc c'est énorme, hein, c'est l'équivalent de la ville historique de Phnom Penh, des quartiers centraux. Et donc l'idée, c'est de construire des habitats, des routes, etc. Mais finalement, quand on regarde plus en détail le master plan de la ville, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont manquantes, notamment peut-être tout ce qui est accès aux marchés, aux hôpitaux, aux écoles. Et donc, c'est un projet, on va dire, je ne veux pas critiquer les ingénieurs en disant ça, mais très ingénieur, dans le sens où on a tracé des lignes et finalement... C'est une petite critique. Non, du tout. Et finalement, on n'a pas regardé ce qui se passait sur le territoire. Donc typiquement, on trace des routes, on détruit des pagodes, on détruit des stupas, on détruit un patrimoine culturel unique. Et c'est sûr que ça questionne. Donc nous, notre idée, c'est pas de dire arrêtez tout, ne faites pas le projet. Dans tous les cas, la ville de Phnom Penh, elle va continuer de s'étendre, donc on ne peut pas arrêter ça. Mais c'est plutôt d'aller essayer de négocier avec le développeur et d'essayer en fait de produire un plan alternatif en disant plutôt que votre route elle détruise les pagodes et les stupas, peut-être qu'on peut la faire passer un peu plus à droite, plutôt qu'elle détruise les villages avec les communautés, peut-être qu'on peut aussi le décaler. Donc voilà, c'était d'aller faire énormément de relevés de terrain pour proposer en fait une alternative à ce plan qui allait se faire au sud. Surtout que dans ce plan, il y avait justement une volonté d'avoir des espaces assez verts. Oui, exactement. Ouais. Au départ, de créer ces espaces verts, ça venait à un coût assez vertigineux, si je me souviens bien. Alors en tout cas, au départ, le projet, il est vendu comme les promoteurs, comme une garden city. Donc une garden city, c'est une ville-jardin. C'est un concept qui date de la fin du 19e, qui a été théorisé par Ebenezer Howard. Et donc c'est vraiment l'idée de vivre avec un peu la nature directement dans la ville. Sauf que donc a priori, pourquoi pas ce concept de Garden City qui est développé. On a des perspectives qui le montrent. On conserve le lac, a priori. On met plein d'arbres. On met quand même quelques bâtiments et la densité de la ville, évidemment, qui va arriver. Mais en fait, au fil des mois, donc quand on est... moi, je suis en poste sur 2017 à 2019, début 2019. Et au fil des mois, en fait, on se rend compte que le lac, au départ, qui devait être de 520 hectares, il commence à diminuer. Au bout de 3 mois, c'est plus que 400 hectares. Et puis, au bout de 6 mois, il n'y a plus qu'un canal de 100 hectares. Donc, en fait, mis bout à bout, le lac commence à disparaître. Et au départ, il faut savoir que ces lacs-là, c'est des terres publiques qui donc ont été déclassées et vendues à des promoteurs. Donc, ça questionne aussi, parce que ces lacs ne sont pas inhabités, il y a des gens qui cultivent sur les lacs, il y a des gens qui pêchent dans les lacs, et il y a des gens qui habitent évidemment sur les pourtours des lacs. Ça, c'est un point qui est quand même extrêmement intéressant, cette privatisation d'une terre. Et est-ce que vous avez eu l'opportunité de regarder un petit peu comment ça se passait avant cette privatisation? Ou est-ce que vous êtes arrivé justement au moment où... Enfin, est-ce que vous avez eu des traces de cette... pu recueillir des traces de ce moment pré-privatisation, pré-projet? Donc nous, en 2017, quand on arrive avec l'atelier parisien d'urbanisme, ça a déjà commencé le processus. Mais j'ai des collègues qui ont travaillé en amont sur ces sujets et qui ont répertorié justement cette vie locale de certaines communautés et comment ils sont en interaction perpétuelle avec le lac. Alors, l'un des points, évidemment, l'enquête est vraiment... on suit un grain de sable dans ce livre. Et quelque part, il y a des propos assez forts sur le fait que chaque grain de sable, là je vous cite, qui sort de l'eau accroît des injustices sociales, environnementales ou spatiales. J'ai envie de demander pourquoi, selon vous, et comment décrire ces processus? Là, comme je le montrais donc, sur cette photo, donc toujours le lac du Sud. Donc vous voyez, c'est du sable qui arrive directement par tuyau. Donc il est pompé directement soit dans le Mékong, soit dans le Tonlé Bassac ou dans le Tonlé Sap. Il y a des systèmes en fait de pompes. Et après, il y a des tuyauteries, mais on parle de kilomètres parfois. Donc c'est assez impressionnant. Et ça arrive aussi par camion, ce fameux grain de sable. Donc moi, j'arrive et donc je comprends que ce promoteur veut faire une garden city,
mais pour faire sa Garden City, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de remblayer des lacs avec du sable. Donc c'est un peu paradoxal parce que en créant de la ville verte, ce qui était mon sujet d'étude pour la thèse que j'ai menée, ben en fait, on détruisait des écosystèmes. Donc, c'était un peu antinomique, je pense qu'on peut le dire. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressée à ce grain de sable. Je me suis dit, mais en fait, on veut créer de la ville verte, mais en même temps, qu'est-ce qui se cache derrière cette ville verte? Et c'est là que rentrer dans la matérialité de la ville, mais dès le départ, en fait, pas d'attendre qu'on arrive au béton. C'est en fait, en amont, bien avant que la ville arrive, qu'est-ce qui se passe? Et ben, dans ce contexte, on utilise le grain de sable. Et donc, moi, je me suis amusée à suivre la vie d'un grain de sable hors de l'eau. Et en fait, j'ai essayé de comprendre à chaque étape qu'est-ce qui se passait avec ce grain de sable. Et surtout, les personnes. Alors, les personnes humaines, mais aussi voilà, les non-humains qui étaient finalement pris dans ces relations assez particulières. Parce que le sable, eh bien, il change d'état à mesure qu'il va parcourir la terre ferme. Et c'est assez passionnant, en fait, de voir et aussi toutes les tensions qu'il peut y avoir. Alors, justement, quelles sont les étapes et quels processus sociaux, en même temps, s'imbriquent dans cette construction? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Ouais, donc déjà, bon, l'industrie du sable au Cambodge, elle n'est pas nouvelle. Hein. C'est déjà un processus. La ville de Phnom Penh s'est conçue avec du sable. C'est voilà, une technique qui date de la période coloniale. C'est les colons français qui ont apporté cette technique de dragage. Donc à l'époque, dans les années 1920, on draguait déjà le Mékong pour aller alimenter l'intérieur de la ville de Phnom Penh pour pouvoir la bâtir hors d'eau. Parce qu'en fait, à un moment, en tout cas les colons ont estimé qu'il fallait que les personnes aient les pieds au sec. Parce que historiquement, en fait, au Cambodge, on vit avec l'eau, comme je le disais précédemment, mais surtout on a bâti avec l'eau. Donc on bâtissait des maisons sur pilotis. Il y avait aussi une idée que l'air fallait qu'elle circule sous les maisons. Donc c'est ce qu'on pourrait dire un peu comme le feng shui finalement. Mais voilà, dans la culture cambodgienne, c'était important que l'air aussi circule sous la maison. Donc il n'y a jamais eu cette volonté vraiment de s'inscrire directement sur le sol. Donc maison en pilotis en bois. Et puis les colons arrivant, ils ont changé un peu les modes de fonctionnement, les modes de bâtir aussi. Donc voilà, c'était de bâtir avec le sable et surtout hors d'eau. Donc, à l'époque, il y a une quantité de sable qui est draguée pour aller créer ces terres à bâtir. Et finalement, ce processus, il s'est perpétué. Mais sauf que la quantité de sable qu'on extrayait il y a finalement un siècle et celle qui est extraite aujourd'hui, on n'est pas du tout sur les mêmes quantités de sable. Et c'est là où ça questionne énormément. Parce que ces quantités de sable, vous revenez dessus, en termes d'ordre grandeur, ça représente quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est environ à... Alors ça dépend quel chiffre on prend. Prenons les chiffres du ministère des Mines et de l'Énergie, donc cambodgien. Ils vont dire que chaque année, il y a 11 millions de mètres cubes de sable qui sont dragués dans le Mékong pour alimenter notamment la ville de Phnom Penh, que ce soit donc pour les remblais, mais aussi... j'ai une photo. Non, pas une photo. Voilà, j'ai cette image qui montre les différents types de sable déjà qui sont dragués au Cambodge. Il y a 3 types de sable. Il y a le sable de rivière, donc c'est celui qui m'intéressait dans l'enquête. Mais il y a aussi le sable marin, dont vous avez aussi peut-être entendu parler avec Singapour, en fait, qui cesse de s'étendre. Et ben, c'est parce qu'elle va piller ses voisins, que ce soit l'Indonésie, la Malaisie, le Cambodge, le Vietnam. Et puis, il y a le sable aussi siliceux qui, lui, permet plutôt de créer tout ce qui est l'informatique. En fait, le sable, c'est passionnant. Il est partout, mais tellement invisible qu'en fait, on l'oublie quasiment. Mais je vois beaucoup de personnes avec des lunettes dans l'assemblée. Voilà, typiquement, vous avez du sable, et puis il y en a là aussi. Mais en tout cas, donc, au Cambodge, le sable de rivière, il sert à la fois pour faire des remblais, donc comme on l'a vu, le remblai des lacs, etc. Et puis après, dans la construction, à la fois pour faire du mortier ou encore du béton. Et je pense que j'ai oublié la question du coup. Non, mais je vais revenir dessus. Mais juste un point pour qu'on continue sur ce sable. On pourrait se dire qu'il y en a de toute façon en grande quantité dans le Sahara. Or, il faut un sable tout à fait particulier. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Oui, parce qu'il n'est pas roulé ou érodé de la même façon. En fait, pour que le sable il puisse
coller finalement avec le ciment, l'eau et les granulats, il faut un sable particulier. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai mené cette enquête. C'est-à-dire que si on regarde cette carte en rouge, en fait, vous voyez tout le sol qui serait finalement sableux en Asie du Sud-Est. Tout ce qui est jaune, c'est plutôt un socle rocheux. Donc, quelque part, les sous-sols cambodgiens sont plutôt favorables puisqu'il y a énormément de quantité de sable, a priori. Sauf que la nature de l'extraction a complètement changé. En un siècle, on est passé vraiment dans un côté extractiviste, c'est-à-dire que là, la ressource, on pourrait discuter du terme, hein. Hier soir, c'était déjà abordé, c'est un peu problématique comme terme. Mais en tout cas, le sable est devenu une ressource du coup qui est puisée et qui n'est pas capable de se régénérer aussi rapidement que en fait, la quantité de sable extraite de manière journalière. L'enjeu sur l'extractivisme, vraiment, on va se concentrer toute la deuxième partie de la discussion, mais juste pour bien comprendre pourquoi le sable du Mékong permet de faire un béton alors que celui du Sahara ne permet pas de le faire. Parce que c'est vraiment un point clé sur ensuite sur ces questions d'extractivisme, de néocolonisation, il va y avoir une territorialisation tout à fait particulière à cause des propriétés de ce sable. Donc je voudrais juste revenir dessus. Ouais, c'est ce que je désitais, en fait, c'est la forme du sable, tout bonnement. C'est que le sable du Sahara, lui, il est façonné par les vents. Et donc en fait, il est roulé. Et le fait qu'il roulé, ça veut dire qu'il est tout rond, quoi. Il est tout rond, il n'y a vraiment pas du tout de pic. En fait, si on zoomait sur un grain de sable, on ne verrait pas du tout d'accroche. Ce qui fait qu'il ne pourrait pas s'agréger en fait, avec le ciment. Et dire que finalement, le fait que le grain de sable, il parcourt des milliers de kilomètres. Hein. Le Mékong, c'est 4800 kilomètres. Donc, il prend... en fait, le grain de sable, il part des hauts plateaux tibétains. Puis après, il parcourt ces nombreux pays. Puis en fait, quand il arrive à Phnom Penh, au Cambodge, il a des millions d'années, le sable. Alors, quand il arrive, le sable, il a été érodé par l'eau, par le vent, etc. Et petit à petit, voilà, il arrive à cette forme quasiment parfaite. Et donc, il a aussi une densité qui fait qu'il est unique. Et les gens qui s'intéressent au sable attestent le fait que, en effet, le sable du Mékong, c'est un sable qui est quasiment parfait. Et je ne crois pas qu'on ait d'équivalent, même le sable de la Loire qui a été dragué pendant des années n'avait pas cette équivalence en fait en termes de pureté. Oui, d'accord. Donc on est vraiment par rapport à, de pureté pour fabriquer du béton. Voilà. Une pureté tout à fait relative. L'un des points qui est, on va parler de cette notion d'extractivisme, mais évidemment il faut aussi en parler dans les termes économiques les plus classiques. Le PIB, il me semble, c'est ce que je lisais là en tout cas, que la part de la construction dans le PIB national est passée de 10% à 20% en l'espace de... Même pas 10 ans. 10 ans. Mmh. Donc, ce sont des enjeux économiques énormes, en plus avec une certaine difficulté à mesurer parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font ça de manière sous les radars, dans une économie non déclarée, non officielle. Donc, comment ça rend l'enquête tout de suite très intéressante, c'est qu'il y a un enjeu, économique qui est majeur autour de ça, autour de cette extraction du sable. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette question-là en tant qu'anthropologue, avec une posture qui vient interroger les dégâts que ça crée? Il y a la question des emplois que ça crée et des dégâts que ça crée. Comment est-ce que vous abordez cette question-là dans votre enquête? Ouais, alors moi je suis pas anthropologue déjà. Mais c'est vrai, pardon. Mais du coup, cette question-là que vous posez, elle est assez intéressante et ça montre comment un matériau finalement local est pris dans des relations de globalisation ou de mondialisation. Donc c'est comment en fait ce grain de sable il va aussi nourrir toute la financiarisation de la ville et pas que. En fait, c'est qu'on va aussi beaucoup investir aujourd'hui à Phnom Penh dans l'immobilier aussi pour aller finalement stocker son argent en attendant quand on a un surplus d'argent pour certaines fortunes. Et donc ça c'est assez intéressant de voir aussi les frictions, pour reprendre le terme d'Anna Tsing, c'est comment en fait, il n'y a pas un monde qui est que façonné par le global, mais il y a aussi un monde qui est issu finalement de ce qui se passe au niveau local et qui va en fait interagir de manière constante avec finalement le global. Il y a aussi la question
donc, comme vous le disiez, par rapport au fait que... alors, je ne sais pas quel terme vous avez employé, c'est illégal ou... Non, bah, je ne savais pas, en fait, je tâtonnais. Mais ouais, parce qu'en fait... je vous laisse le définir, justement. Non, ouais, voilà, parce que la filière du sable, elle est quand même organisée par l'État. C'est ça qui est fascinant. Même si officiellement, oui, c'est peut-être pas le stamp de l'État qui est posé. Mais en fait, au Cambodge, on a déjà un régime étatique qui est particulier. On a ce qu'on appelle une politique de patronage. Donc, en fait, les personnes qui sont au pouvoir, elles ont des relations très très fortes avec des magnats de l'économie qui font que, en fait, tous ces mondes-là, finalement, fonctionnent un peu ensemble. C'est pas qu'au Cambodge, je pense que même si on prenait l'exemple de la France, hein, on est bien d'accord qu'on aurait aussi peut-être la même conclusion. Mais en tout cas, déjà, ça montre que, bon, il y a évidemment l'État qui n'est pas désimpliqué là-dessus. Au contraire, l'État, c'est lui qui va fournir les concessions, parce qu'officiellement, il y a des concessions de sable. Donc, il y a un périmètre où les dragueurs de sable ont le droit d'aller extraire le sable, normalement. Donc, officiellement, sur le papier, il y a plein d'éléments qui sont organisés par l'État. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment celles et ceux qui possèdent des dépôts de sable ou des dragues de sable vont jouer avec justement les règles ou pas, et qu'est-ce qu'ils vont ou non déclarer de manière officielle. Et c'est pour ça qu'en fait, les quantités de sable qui sont extraites aujourd'hui au Cambodge et qui sont déclarées officiellement par le ministère, on peut éventuellement les remettre en question. Alors, donc, dans cette cartographie qui est vraiment très intéressante, parce qu'à la fois on voit cette tension entre donc, des enjeux de construction, le bâton qui est un matériau qui est tellement, entre guillemets, pratique et pourtant qui crée des dégâts qui seront bel et bien notoires et problématiques, et donc qui est un des enjeux majeurs de l'architecture, de la construction de l'habitable aujourd'hui. L'approche que vous prenez, elle est tout à fait particulière parce que pour faire vos observations sur le terrain, le dessin a un rôle absolument majeur. Et donc, je voudrais qu'on parle un petit peu de cette approche par le dessin. Comment est-ce que, d'abord, comment se façonne votre pratique du dessin? Comment est-ce que vous y prenez pour les faire? Peut-être qu'on peut les voir d'ailleurs, les apercevoir. Ça serait... Et comment est-ce qu'il vous aide à développer des formes de savoir, en fait? Bon, déjà, donc, d'une formation de paysagiste, c'est quelque chose de très commun hein, dans les écoles d'architecture du paysage ou même d'architecture tout court d'avoir son carnet de croquis pour aller comprendre un peu l'espace et puis où est-ce qu'on s'ancre. Donc, c'est pas exceptionnel quoi, de ce point de vue-là. Et puis après, du coup, ça a été aussi de capitaliser finalement sur toutes ces années en fait de dessin et puis en fait en arrivant au Cambodge pour faire cette étude sur le sable, ça a été un moyen en fait d'être là, comme dirait une anthropologue qui s'appelle Andy Gesmar, qui disait que c'était vraiment l'expérience d'être là, le fait de se poser, de prendre son carnet. On a un autre rapport au temps. On parlait du temps hier, et finalement quand on dessine, on n'a plus vraiment de notion de temps. Alors il y a des dessins qu'on peut faire sur place qui vont prendre 5 minutes, des fois ça va prendre des heures, ça va dépendre, et puis des fois on n'a pas le temps de finir le dessin, donc on prend des notes, peut-être qu'on prend une photo à l'arraché, mais l'idée c'est aussi et puis ça je pense que Émilie Guittard en parlait très très bien, avec Fabien Roussel, ils ont écrit des super articles en 2021 sur justement le fait que le dessin pouvait être un outil une méthode dans la boîte à outils finalement de la personne qui allait faire des enquêtes de terrain. Je propose qu'on en montre d'autres. Là, c'est la bifurcation donc, du grain de sable, mais qu'on montre un peu les panoramas, notamment de peut-être encore les... Voilà. Je trouve que... Ouais, ça, c'est les manières en fait, d'extraire le sable au Cambodge. Donc, c'était aussi En fait, dessiner, c'est aussi comprendre. Donc, moi, je dessine pour comprendre. Et du coup, en dessinant finalement les barges qui extraient le sable, et j'ai pas tout compris, hein, mais j'ai compris peut-être certaines façons de travailler. J'ai aussi compris la notion de temps. Pour remplir une barge de sable qui fait environ 1000 mètres cubes, en fait, ça va très vite.
c'est 1 heure et demie. Donc en 1 heure et demie, on est capable de remplir des quantités de sable assez énormes. Il n'y en a pas qu'une. Et d'ailleurs, vous le décrivez sur un doigt dessin, les barges sont au-dessus de l'eau, puis arrivent au niveau de l'eau, si j'ai bien compris. Il y a cette espèce de mouvement à cause du poids du sable. Oui, exactement. Ouais. Mais donc dans cette... notamment, il y a un entretien avec Émilie Guittard que vous menez, dans lequel il y a une discussion autour d'un rapport qui pourrait être moins, là je cite Émilie, extractiviste par rapport au sujet, par rapport à la photographie. Qu'est-ce que vous en pensez de cette tension entre la photo, qui serait un rapport extractiviste, elle aussi, et le dessin qui, lui, serait une alternative? Ouais, donc c'était un entretien qu'on a mené l'an passé, je crois. Il y avait aussi Malou Alania qui était avec nous, et c'était Muriel Côte qui le menait pour la revue Éco-Géo. Ouais. C'était passionnant comme discussion, donc, parce que toutes les trois on utilise le dessin d'une manière ou d'une autre. On pourra peut-être y revenir aussi, la manière dont c'est mobilisé. Et par rapport au fait, donc, voilà, la notion de l'extraction aussi de la donnée, c'est particulier déjà en tant que femme blanche dans un contexte cambodgien ou aussi africain. Voilà, il y a la positionnalité qui je pense, vient nous chercher, nous questionner. Et donc, peut-être que pour ne pas être simplement des chercheurs ou chercheuses d'aéroport qui n'ont pas le temps de faire en fait du terrain, de vraiment prendre le temps. Et voilà, parce que ça peut arriver qu'il y en ait qui n'ont pas le temps et qui vont peut-être bombarder de photos, en fait, en prendre le plus possible pour après prendre le temps, une fois rentrés chez eux, finalement d'analyser ce matériau. Mais après, c'est pas, je pense, le choix que nous on fait. Au contraire, c'est de rester. Donc déjà de faire des terrains longs, de faire des terrains avec des personnes qui nous entourent, avec des locaux qui nous aident. Moi, je parle pas le cambodgien, le khmer. Je serais bien incapable de mener un entretien en khmer avec des communautés locales, ce serait impossible. Je sais dire bonjour, je sais commander des choses dans la rue, mais c'est pas suffisant en fait pour faire un travail de fond comme on l'a fait. Donc c'est aussi être entouré de personnes qui nous aident et qui prennent le temps du coup avec nous. Et puis surtout, il y a pas on met pas en compétition la photo et le dessin, c'est pas ça l'idée. Hein. Non, j'ai bien compris. Ouais, c'est plus pour essayer de dessiner un contraste entre les deux. Au contraire, je pense que c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a eu un tournant visuel dans les années 80 dans les sciences sociales, et finalement, l'ethnographie a été perçue au-delà de l'observation, au-delà de l'entretien, au-delà des activités participantes. Et donc, je pense que la photographie, la vidéo et finalement le dessin, c'est des méthodes complémentaires qui arrivent. Oui. Et par contre, c'est sûr que ça peut questionner, ou en tout cas, c'est aussi pour ça qu'on fait ce travail-là. Je pense c'est de dire, finalement, ça a toute sa place. Et c'est pas subjectif plus que la personne qui a pris des clichés. Oui, mais ça c'est quand même une idée. Enfin, justement, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour montrer que le fait que la photographie n'est pas objective, ça c'est une idée qui est quand même maintenant passée, je pense. Il y a eu tellement de réflexions par rapport au fait que comment se positionne le photographe, quel est le dispositif dans lequel il se met en place, quel est le rôle des personnes qui vont être photographiées, que la question du subjectif-objectif n'est pas tellement la question en fait. Par contre, cette notion de l'instantanéité, là, elle est intéressante parce qu'il il peut y avoir une photo qui est le résultat d'un long travail de mise en scène, mais il peut aussi y en avoir une qui soit très rapide. Pour le dessin, tels qu'ils sont montrés là, c'est plus difficile. Il y a une espèce de temps long. Et justement, ce temps long, est-ce qu'il permet de prolonger l'enquête? Est-ce que les gens viennent vous voir à partir du moment où vous vous mettez à dessiner? Est-ce que ça permet de créer des échanges qui n'auraient peut-être pas eu lieu sans ces derniers? Ouais, c'est ça qui est intéressant en fait. C'est aussi le lien sur le terrain avec les personnes qu'on rencontre. Alors des fois, en fait, nous, on est observateurs parce que finalement, on dessine, donc on observe ce qu'on dessine. Mais on devient aussi rapidement l'observer. Donc il y a des gens qui vont venir aussi observer ce qu'on est en train de faire, et ça c'est assez chouette. Et donc n'ayant pas le langage pour communiquer, finalement le dessin ça devient le médium.
Et c'est aussi ça qui est assez intéressant, en fait, de voir dans cette pratique à quel point c'est un outil très puissant en ce sens. Notamment parce que vous parlez de cet aspect collectif de la recherche. Alors là, c'est intéressant que le dessin qui est finalement... Enfin, les dessins que vous faites, si j'ai bien compris, ils sont quand même... c'est vous sur votre carnet, mais donc de penser que dans cette relation-là entre vous et votre carnet, il y a une agrégation de personnes qui se fait autour. Oui, alors dans mon cas, c'est comme ça, mais il y a des chercheurs, pour ne pas citer encore Émilie Guittard, qui collaborent avec des artistes, notamment... Enfin, je peux montrer... ouais. On reviendra après sur les processus. Voilà, j'avais sélectionné ces deux-là que je trouve vraiment très très chouettes. Et donc là, c'est la collaboration donc d'Émilie Guittard avec les sœurs Chevalme, qui sont artistes plasticiennes. Et donc finalement, grâce à cette collaboration, il y a des échanges qui se sont tenus sur place avec les habitants d'Ibadan au Nigeria. Il y a aussi une exposition itinérante après qui a été conçue, qui a été reliée par un festival. Donc c'est aussi finalement, ce qu'elle nous explique, Émilie Guittard, c'est que la présence sur place aussi des artistes, sur le terrain, ça a vraiment permis aussi de créer des liens avec les gens et les habitants. Là, ça serait super alors, c'est pas forcément de décrire un petit peu ce qu'on voit. Alors là, ce qu'on voit... Le terrain auquel ça se réfère, mais c'est pas tout à fait juste de vous poser à vous cette question-là. En tout cas, là, ce qu'on voit, visiblement, ce sont des... Le terrain, parce que... Ce sont des arbres. Vous êtes intéressé au... Oui, ce serait super. Oui. Merci beaucoup, Dolores, de me faire venir. Bonjour à tous et à toutes. Donc très rapidement, oui, ça c'est le résultat d'une collaboration que j'ai amorcée en 2017 avec ces deux artistes, les sœurs Chevalme, qui sont basées à Saint-Denis, en région parisienne. Et donc elles avaient pris le parti de... En fait, on a travaillé autour d'un certain nombre d'arbres d'abord en 2017 dans la ville d'Ibadan, au sud-ouest du Nigeria. Donc c'est le dessin que vous voyez à droite. Et donc moi, c'était déjà le fruit de recherches de terrain assez longue, donc j'avais sélectionné un certain nombre de sites et elles avaient choisi de se positionner à deux endroits autour du même arbre en l'occurrence et de prendre des points de vue différents. Ensuite, elles se sont attribuées à chacune une couleur et elles ont fait ce choix de fondre un peu les deux dessins. Et donc là, en l'occurrence, c'est un arbre, alors c'est pas évident quand on ne le sait pas, mais qui est aussi un support de rituel dans le contexte Yoruba. Donc par exemple, si vous regardez sur celui en rouge, il y a petite tache en bas qui est en fait une offrande pour les orishas qui sont honorés sous cet arbre-là. Et puis ça, c'est l'arrière de l'arbre et à l'avant, en fait, on a une cahute qui est dans mon souvenir qui abrite un jeu de loto. Donc c'est pour montrer aussi comment cohabitent différents usages de ces espaces-là, là en l'occurrence rituels et puis de loisirs. Et donc sur la gauche, c'est un dessin plus récent puisqu'on a continué cette collaboration et on a refait du terrain ensemble en 2023. Et là, donc c'est sur un site à Eleyele, à côté d'une rivière à Ibadan, où s'arrêtent beaucoup de chauffeurs de taxis collectifs, qu'on appelle des micras, que vous avez peut-être vu dans le film d'Alain Cassanda, pour ceux qui étaient là, Trouble Sleep. C'était plutôt pour les bénévoles. Bref, donc en fait, les chauffeurs s'arrêtent là et il y a beaucoup de garagistes qui sont à l'ombre et qui travaillent à l'ombre. Et donc là, elles ont saisi un peu cet autre usage et cette autre occupation d'espaces boisés, plus que d'arbres isolés, comme c'était le cas en 2017. Eh ben, merci beaucoup. Merci, Émilie. On voit, en tout cas, c'est intéressant ici de voir cet enchevêtrement entre ces différents arbres, ces différentes situations. Et en fait, on a une situation... Enfin, on voit bien que cet enchevêtrement, cette superposition émerge à travers l'outil visuel et chercher des équivalences dans la description, justement, peut donner il peut y avoir des points extrêmement intéressants entre une description et un processus visuel comme ça. Et ça serait intéressant de savoir qu'est-ce que ça a changé aux manières de décrire par la suite. Mais ça, c'est une question que je poserai encore. Il y a quand même un point, puisqu'on parle de la tradition du dessin et que dans
le titre de cette conférence, enfin de cet entretien, il y a la notion de décolonisation, c'est que le dessin est vraiment pas le moindre des outils historiquement dans la conquête coloniale. Il y a toute une tradition naturaliste qui a été un outil extrêmement puissant et majeur d'obtention d'informations et d'obtention de formes de pouvoir, que ce soit par la cartographie qui est une forme de dessin qui permet de savoir où étaient les ressources qu'on allait extraire, ou le dessin naturaliste qui classifiait dans un tableau très précis quelle espèce correspondait à quoi. Comment est-ce que vous l'abordez, cet héritage-là, qui est du coup lourd? Oui, alors il est très très lourd, en effet. Donc là, on parle d'une période plutôt vers le 15e, on va dire, où en effet... Non, ça va beaucoup plus loin que ça. 15e, 16e... Oui, à partir du 15e, oui. Voilà, les grands voyages, les navigateurs qui partent avec des naturalistes, des missionnaires, qui vont en effet cartographier, qui vont classifier la faune, la flore. Mais en fait, l'humain, il dessine depuis la nuit des temps. Il dessine sur sa peau, il dessine sur des grottes, il dessine sur les animaux. Donc en fait, le dessin, c'est quelque chose qui quasiment apparu dès le départ. Oui, mais la question du dessin en relation à un savoir spécifique, c'est ça là. La question, ouais, alors après, c'est évidemment une question qui est un peu compliquée à traiter. D'ailleurs, voilà, le titre de cette conférence, il est un peu compliqué. Moi, je savais pas. Enfin, en tout cas, c'est sûr que voilà, c'est pas rien, quoi. C'est des gros sujets. C'est des sujets qui sont très sensibles. Et donc, avant tout, en tout cas, moi, je vais pas revenir sur ce qui a été fait dans le passé. Je veux dire, oui, ça a clairement servi au pire, on peut le dire, c'est sûr. Et puis, je pense qu'on en parlera peut-être cet après-midi avec aussi nos collègues qui interviennent sur les luttes autochtones aussi, parce que évidemment, c'est énormément de personnes qui ont été impactées par toutes ces dessins qui ont servi aussi, pas forcément pour les meilleures choses. Mais du coup, voilà, si on le replace aujourd'hui, c'est comment est-ce que en fait on peut faire justement du dessin, comme je pense on essaye de le faire, finalement quelque chose qui va permettre peut-être de mettre aussi sur la carte toutes les luttes qui sont en cours, les luttes sociales, les luttes environnementales, les luttes spatiales. Et avant tout, c'est ça, moi je pense, dans le travail, c'est d'être allé avec des communautés, d'avoir discuté avec énormément de personnes. C'est pas juste une histoire sur le sable, c'est une histoire sur la vie des gens qui travaillent autour du sable, qui viennent des campagnes pour travailler dans une industrie qui va, oui, les payer un peu mieux que ce qu'ils gagnaient à la campagne, mais c'est des gens qui n'ont pas de repos, c'est des gens qui travaillent dans des conditions qui sont vraiment particulières, et voilà, d'être confrontés aussi à tout ça, ça nous rappelle que oui, notre dessin, c'est une lutte. Et c'est une lutte à la fois sur le terrain, mais c'est aussi une lutte dans le monde académique. Le monde académique, l'évaluation par les pairs, c'est souvent des articles scientifiques. Employer le dessin, c'est aussi... en tout cas, je pense qu'on le perçoit comme ça. C'est vraiment une lutte, c'est de prendre le temps. C'est de prendre le temps d'expliquer autrement que par la rédaction scientifique les choses. C'est de pouvoir aussi disséminer et de faire en sorte que ça se diffuse comme des graines. Et donc, à mon avis, le dessin, c'est pour ça que ça permet aussi tout un imaginaire. Et je pense que ça permet aussi peut-être de colorer le monde là où il n'y a plus beaucoup d'espoir, quoi. Le colorer là où il n'y a plus de couleurs. Là où il n'y a plus de couleurs, peut-être, ouais. Très bien. Merci beaucoup, Dolores. On va ouvrir pour les questions, si vous le souhaitez. Il reste du temps pour des questions. Bonjour, merci pour votre intervention. Je voulais savoir si vous avez décrit l'extractivisme du sable comme étant problématique pour des métiers, les pêcheurs, pour des habitants. Je voulais savoir si, comme dans d'autres lieux dans le monde, les luttes se basent aussi sur un rapport particulier au paysage lui-même.
Donc ça, c'est une bonne question. En fait, s'intéresser au sable, c'est aussi s'intéresser à tout ce qui est invisible quelque part, parce que finalement, quand on va puiser le sable dans le Mékong, on ne voit pas ce qui se passe, on ne voit pas l'affect qu'il y a, donc à la fois pour les poissons, mais aussi en fait le fait de draguer de manière continuelle avec en fait le débit du Mékong, ça crée énormément en fait de berges qui s'effondrent. Et en général, ces berges-là ne sont pas inhabitées. Il y a des gens qui se sont installés sur ces berges. Et donc, ça fait un paysage qui est en train d'être complètement modifié. Et notamment, en fait, à Phnom Penh, là, je pense qu'on peut peut-être le voir sur une des cartes. Je reprends au tout début. Voilà, ici. En haut, c'est marqué Areksat et en bas, c'est marqué Konorea. Donc jusqu'ici, on remblayait les lacs. Donc évidemment, on changeait le paysage, on va dire plutôt agricole à l'époque. Mais maintenant, il n'y a plus de lacs à remblayer. Il y en avait 26 à Phnom Penh dans les années 90. Il y en avait 16 qui étaient remblayés à l'époque. Aujourd'hui, ils sont tous ou partiellement tous remblayés. Et donc, comme il n'y a plus de lacs à remblayer, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Enfin, non, pas tout le monde. Donc, des personnes bien précises ont décidé de commencer à remblayer directement sur le Mékong. Donc, ce qui n'avait pas été fait encore à Phnom Penh. Et donc là, ces personnes ont commencé à remblayer ce qu'on appelle l'île de Konorea. Et en fait, l'île de Konorea, c'est 125 hectares directement remblayés sur le Mékong. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mékong, il commence à diminuer en termes de largeur. Sauf qu'à ce moment-là, c'est le delta, donc c'est le début du delta. On a un débit qui est assez fort. Et donc, à ce moment-là, de rétrécir le lit du fleuve, on pourrait se questionner si c'est vraiment stratégique ou pas. Et le problème, c'est qu'il se passe exactement la même chose de l'autre côté, à Areksat, où là aussi, on a commencé à remblayer sur les rives du Mékong. Et donc, petit à petit, on est en train de changer le lit du fleuve. On le sait très bien en France, les fleuves qui ont été canalisés, en général, ça mène à rien de bon. Et donc, voilà ce qui se passe actuellement en termes de changement paysager. Donc on est en train de complètement remodeler le paysage hydrique, en tout cas au niveau de Phnom Penh. Il y a des questions à l'avant. Je vois des... Bonjour, merci pour votre intervention. Vous parlez beaucoup de gens qui sont chassés de leur endroit ou de leurs ressources naturelles. Merci aussi d'avoir parlé des poissons. Je voulais savoir s'il y a des luttes locales qui s'organisent justement pour essayer de contrer cet extractivisme et puis le fait que les gens sont expropriés chez eux. Et voilà, c'est surtout ces luttes locales. Et où vont les gens qui sont chassés de chez eux? Merci. Oui. Merci pour la question. Il y a des luttes locales, mais c'est pas toujours simple. Il faut savoir que il y a des personnes qui ont commencé à dénoncer il y a déjà quelques années en fait le fait de remblayer les lacs. Et ces personnes qui faisaient partie d'une organisation qui s'appelle Mother Nature, il y en a quelques-uns qui ont terminé en prison. Les luttes, elles sont compliquées. Heureusement, il y a certaines ONG sur place qui font toujours un travail assez exemplaire et qui vont porter en fait la voix de ces communautés-là. Mais c'est pas toujours facile dans le contexte politique cambodgien. Merci. Merci Dolores pour cette discussion passionnante. Je voulais un peu te ramener sur la question du dessin en écho à cet entretien passionnant qu'on avait eu ensemble avec Malou. Entretien qui est accessible en ligne gratuitement sur la revue Écogéo pour celles et ceux que ça intéresse. Sur 2 points. D'abord, sur le titre, quand bien même il est un peu compliqué, voire embarrassant, il aurait été pour moi aussi, de désoccidentaliser la pensée urbaine, parce qu'évidemment, c'est pas à nous deux, chercheurs blanches basés en Europe, qu'on aurait pu résoudre cette vaste question. Néanmoins, je voudrais t'inviter à revenir sur ce point intéressant qu'on avait évoqué ensemble, qui était l'intérêt quand même de mobiliser les supports visuels et notamment le dessin pour justement penser les villes différemment et notamment les penser depuis les Suds.
il y avait aussi d'ailleurs Malou qui avait parlé, on peut parler des Suds, on peut parler de ce qui est considéré comme marge plus largement, puisque Malou, elle travaille dans un contexte de banlieue en France. Voilà, je voulais te demander de réévoquer un peu ça à partir de ta propre expérience au Cambodge. Et la deuxième question que j'avais aussi, peut-être plus pour les éventuels étudiants et étudiantes qui seraient ici et qui voudraient se lancer aussi dans ce genre de méthode en tant que chercheur ou personne intéressée aux sciences sociales, c'est savoir comment avait été reçue justement ta proposition dessinée dans le cadre de ta thèse et de ta soutenance de thèse, et comment ensuite d'ailleurs tu as pu valoriser ça dans le cadre de cet ouvrage chez Métis que je vous invite tous et toutes à découvrir juste à côté. Voilà, merci beaucoup. Merci Émilie pour les questions. Donc en effet, nous on avait réfléchi notamment sur des cas bien particuliers puisque c'était dans des contextes urbains. Donc souvent, quand on fait des études urbaines comme moi j'ai fait, on a des cadres théoriques qui sont issus de l'Occident et qui sont bien souvent mis en place pour l'Occident aussi. Donc déjà, d'arriver dans un contexte du Sud, dit du Sud, comme le Cambodge, ça a été de se questionner en fait sur toutes ces théories dites dominantes et de quelle manière en fait ces cas-là ou en tout cas ces théories-là n'étaient pas forcément adaptées. Donc hier il y avait ce débat de est-ce qu'on part finalement de la théorie puis on essaie de voir comment le terrain il peut éventuellement faire ou ressortir la théorie, mais en fait de partir du terrain, on se rend compte que les théories elles sont pas tout à fait, elles fitent pas vraiment dans le cadre théorique quoi. Et c'est comment est-ce qu'on élargit aussi cette palette et comment on réinvente pas, mais en tout cas on réinterprète. Et ça c'est super important. C'est-à-dire que quand on va avoir des gros concepts comme néolibéralisation de la ville, en fait on va se rendre compte que la néolibéralisation de la ville au Cambodge, elle est bien différente, par exemple, de celle de Tokyo, de celle de Paris. Et donc, en fait, c'est aussi mettre des nuances à tout ça. Et je pense que c'est là où, peut-être, ce travail est intéressant. C'est qu'en fait, on rentre dans une épaisseur qui devient un peu plus fine et qui montre qu'il y a plein de nuances parce que des contextes différents, parce que des politiques différentes, parce que des personnes différentes. Et donc, tous ces modes de fonctionnement font qu'on est... en fait, constamment obligé de se questionner sur les propres théories qu'on a au départ mobilisées et qui ne sont pas nécessairement adaptées au contexte dans lequel on travaille. Et puis, pour répondre à la deuxième question, alors, faire une thèse dessinée, c'était quelque chose. Bon, déjà, je ne sais pas s'il y en a qui font des thèses en ce moment dans l'Assemblée, mais en tout cas, si vous avez envie de faire des thèses dessinées, moi, je peux que vous encourager. Je pense que c'est sain. Et puis, ça a été bien reçu. Ça a été bien reçu parce que j'ai été bien entourée. Je pense que j'ai été grandement supportée par mes directeurs et directrices de thèse. Et donc, je les remercie pour ça, évidemment. Et puis surtout, même au niveau de l'institution, donc l'Université de Genève, je pense qu'il y a une ouverture à ça, et de plus en plus. Voilà, je pense que c'est pas la première, c'est pas la dernière, et quelque part c'est encourageant. C'est encourageant parce que peut-être que oui, si on m'avait demandé de faire une thèse purement académique, peut-être un pavé de 600-700 pages, comme on le fait souvent en France, je ne sais pas si j'aurais été au bout, quoi. Voilà. Donc, moi, ça m'a donné du souffle. Il faudrait pas donner l'illusion. Il y a tout un travail de description qui accompagne ces dessins, quand même. Faudrait pas, justement, cette articulation entre la description et le dessin, comment est-ce qu'il s'est composé? Parce qu'il faudrait pas donner l'impression que l'ensemble du travail était le dessin, puis... Ah oui, non, j'ai quand même lu. Écrit. Oui, il y a un travail, évidemment, en amont. Je remets pas en... Pas que le dessin n'est pas un travail, c'était pas ça. C'est l'articulation entre le texte, entre la description écrite et la description dessinée. Ouais, mais c'est complémentaire, en fait. Bien sûr. Ouais, et c'est ça que j'espère avoir essayé aussi de démontrer ce matin. C'est-à-dire que, en fait, c'est vraiment un outil. C'est vraiment un outil, le dessin, mais que ça n'empêche le fait d'avoir lu, d'avoir
d'avoir aussi beaucoup échangé avec différentes personnes, que ce soit ici, que ce soit là-bas, et ben en fait ça nourrit. Et donc il faut aussi un village pour faire une thèse. Il n'y a qu'un nom sur le livre, mais voilà, il y a tellement de personnes derrière. Donc ouais. On a encore le temps de prendre des questions. Oui, bonjour, merci pour ces explications. Moi, je voulais revenir un petit peu sur les questions précédentes, qui étaient, est-ce qu'il y a une étude environnementale ou des études environnementales qui sont réalisées sur place? Parce que vous avez expliqué que donc, les lacs avaient un rôle quand même de pomper l'eau, en particulier avec les moussons. Et avec le réchauffement climatique, comment aujourd'hui ça... Et est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont faites quand même pour voir un petit peu l'impact que ça va avoir, ce type de construction, sur des environnements quand même qui étaient là depuis un certain nombre d'années? Ouais, bah c'est une très bonne question. Les études d'impact environnemental, il y en a eu. Il y en a eu, mais en fait, elles ne sont pas forcément rendues publiques. Donc, ça facilite pas la chose. Après, des fois, il n'y en a pas. Par exemple, en ce moment, je suis en train de suivre la construction d'un canal qui va partir un peu plus au sud de Phnom Penh et qui va arriver dans le golfe de Thaïlande. Donc, c'est un projet qui s'appelle le Funan Techo Canal. C'est 150 km de long. C'est des milliers de personnes de déplacés. C'est des volumes de terre excavés. Et là, pareil, aucune étude d'impact. Donc, voilà, des fois il y en a, mais elles ne sont pas nécessairement publiques, puis des fois il n'y en a pas. Et dire que pourtant c'est un projet qui va toucher le Mékong, donc du coup on pourrait penser que la MRC, qui est la Mekong River Commission, impose en fait ces études d'impact environnemental, mais ça ne suffit pas. Oui, merci beaucoup. Je crains que ma question soit en fait un peu redondante avec la précédente. C'était vraiment sur la question de l'eau et la gestion de l'eau pour la ville, puisque vous avez dit qu'il y avait un rôle de recueil de l'eau face aux crues du fleuve. Alors du coup, que se passe-t-il si tous les lacs, je crois que vous avez parlé de 26 lacs autour de la ville, si tous sont comblés, que se passe-t-il avec l'eau dans la ville lors des épisodes de mousson? Ouais, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'en fait, on a remplacé des lacs. Donc ce qu'on appellerait aujourd'hui ces fameuses solutions fondées sur la nature par des solutions techniques et coûteuses. Donc il y a des stations de pompage qui vont permettre de pomper l'eau et au besoin de les évacuer. Mais en fait, le jour où ça dysfonctionne, c'est compliqué. Et le fait que Phnom Penh, justement, soit dans cette plaine alluviale, donc en fait, on a construit des digues qui protègent à chaque fois les habitations. Il y a plusieurs digues partout dans la ville de Phnom Penh, où on fait ces casiers, donc où on remblait pour aller bâtir. Mais en fait, des digues qui lâchent, c'est pareil, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Et donc là, le fait d'avoir comblé tous ces lacs, de remettre uniquement cette gestion de l'eau à la fois sur la technique et sur évidemment les humains qui sont derrière la technique, oui, ça questionne grandement. Mais en même temps, il y a tellement de bouleversements autour, parce que, peut-être que vous le savez déjà, mais le Mékong est pris d'assaut par les barrages hydroélectriques beaucoup plus en amont. Donc en fait, l'eau qui arrive aujourd'hui à Phnom Penh et la quantité d'eau qui arrive lors des fortes crues, c'est peut-être pas la même que dans 10 ans. Et ça, on est incapable de le prévoir. Donc voilà, en tout cas, les personnes spécialisées sur les questions hydrauliques questionnent le choix qui a été fait aujourd'hui par les politiques. Ouais. Oui, surtout que finalement, c'est des paramètres qu'on a du mal à maîtriser, de savoir jusqu'où une crue va aller. Et d'ailleurs, c'est pas qu'un problème qu'on a à Phnom Penh, il y a les mêmes problèmes à Paris, les débordements ou dans le Rhône. Enfin, on ne sait pas quand est-ce que finalement, une fois que l'eau commence à monter, où est-ce qu'elle va s'arrêter, est-ce qu'elle va dépasser tel cran ou pas. Et donc ça pose des questions quand même extrêmement intéressantes de gestion politique autour de ces questions de débordement. Oui, mais en fait,
Actuellement, il y a déjà des débordements dans les quartiers les plus pauvres de Phnom Penh. Les gens, ils ont les pieds dans l'eau la plupart du temps. Moi, j'ai des amis qui habitent dans des quartiers de Phnom Penh où, en fait, dès qu'il y a une forte pluie, donc on ne parle même pas de plusieurs jours de pluie, hein, c'est une forte pluie qui va durer 3 heures. Et en fait, ils ont les pieds dans l'eau. Et donc, ils vivent constamment avec ça. Ils vivent les pieds dans l'eau parce qu'il y a des choix politiques qui ont été faits et qui ne sont pas adaptés nécessairement au contexte. Après, les choix politiques, je tiens à préciser que ce n'est pas nécessairement la municipalité de Phnom Penh qui les fait, ces choix politiques-là. Ça vient du haut. La municipalité de Phnom Penh, au contraire, elle va essayer d'assainir au maximum, de faire en sorte que les habitants ne soient pas les... Le haut, dans ce cas-là, c'est qui? Pardon. C'est au niveau ministériel, au niveau de l'État. Beaucoup plus haut, ouais. Et donc, il y a aussi... Parce que voilà, là j'ai une posture très critique, mais non, il y a aussi des gens sur le terrain qui font en sorte que les habitants n'aient pas les pieds dans l'eau. Et il y a énormément de personnes qui œuvrent constamment pour faire en sorte que justement la ville de Phnom Penh elle soit le plus praticable possible. Mais n'empêche que quand on regarde où se trouvent les inondations actuellement dans la ville et qu'on les superpose peut-être à une carte... on va dire plutôt sociale, on se rend compte que oui, ce sont les personnes les plus pauvres qui ont les pieds dans l'eau. Je voulais vous remercier pour votre intervention et je voulais revenir sur une durée un peu plus longue. Phnom Penh d'origine ville coloniale, donc avec la question des remblais qui permettent aussi de créer un certain nombre de réseaux d'assainissement et d'infrastructures de distribution d'énergie. Et deuxième point, les Khmers rouges avec cette politique d'anti-ville. C'est-à-dire que Phnom Penh, c'est aussi la ville qui a été vidée de ses habitants, avec, dans les années 80, lors de la période du génocide, le passage de l'ensemble de la population à la campagne et la désertification de la ville. Et là aussi, il me semble qu'il y a un non-dit ou une espèce de parenthèse absolument extraordinaire dans le cadre du Cambodge sur cette question, avec la disparition de cette génération de l'époque du génocide, qui fabrique aussi un trou dans, on pourrait dire, la démographie générale du pays. Et aujourd'hui, une ville très particulière, donc une ville effectivement alluviale, avec théoriquement une densité de construction qui était assez faible et qui se parsème de tours avec notamment l'intervention chinoise, donc, et les capitaux chinois qui, là aussi, sont extrêmement importants dans une espèce de prédation de tout ce qui se passe sur le Mékong. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur un peu cette un peu plus longue durée qui permettent de comprendre dans le système dictatorial du régime cambodgien cette forme très particulière de réorganisation de la ville qui, moi, me choque un tout petit peu dans la logique de votre titre qui est désoccidentaliser la ville, parce qu'effectivement, on a l'impression quand même qu'il y a une sinisation donc très forte qui, bien sûr, se construit sur ce capitalisme de prédation qui est peut-être considéré comme occidental, mais avec des formes quand même très particulières qui sont les formes chinoises. Merci. Donc, je vois que monsieur est quand même connaisseur du contexte un peu. Je disais qu'on pouvait l'inviter sur le panel, peut-être. Ouais. Mais on pourra, je vais essayer de répondre là un peu rapidement et puis on pourra continuer la discussion. Donc en effet, les Khmers rouges, 1975, ils vident Phnom Penh de leurs habitants. Donc au départ, je vais aller très brièvement, mais il y a des personnes qui voyaient les Khmers rouges comme étant des libérateurs et d'autres qui ont très vite compris vers quoi ça allait mener. Donc oui, au départ, on vide les habitants, on les envoie dans les campagnes pour aller travailler, et puis on impose aussi tout un de façon de penser, donc ce qu'ils appelaient l'Ankar à l'époque, qui vraiment va bouleverser évidemment le Cambodge. Après, il faut savoir qu'à l'époque, Phnom Penh n'est pas complètement vidé de ses habitants, parce qu'en fait, Phnom Penh ça reste quand même là où l'Ankar justement va décider de tout. C'est-à-dire que les chefs, Pol Pot et bien d'autres, en fait, ont leur base de commandement à Phnom Penh. Et donc, le Cambodge n'est pas complètement isolé, parce qu'il y a cette idée d'imposer justement une dictature plutôt agraire à l'époque. Donc, on va
forcer les gens à produire du riz. Et de manière... c'est terrible la façon dont ça a été fait. Mais le commerce de riz va faire en fait que le pouvoir va continuer de s'enrichir quelque part. Donc Phnom Penh est vidé de ses habitants, mais il y a toujours du monde qui habite à Phnom Penh, puisque c'est vraiment là où il y a le commandement des Khmers rouges. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire les Khmers rouges. Donc ils vont abolir la monnaie, tout ce qui a en fait trait évidemment plutôt à la pensée capitaliste, et ils vont aussi finalement s'attaquer aux plantes, mais à pas n'importe quelle plante, les plantes ornementales, donc tout ce qui pour eux est superflu, et ils vont faire de Phnom Penh dans certains quartiers des énormes champs, donc ils vont replanter des bananiers, ils vont replanter des cocotiers, et quand on voit des photos historiques, c'est assez étrange en fait de penser que finalement sur la place du marché central, il y avait plein de cocotiers à l'époque, des Khmers rouges. Et donc, ce qui est assez particulier, c'est surtout à la fin du régime. En fait, qu'est-ce qui va se passer, c'est que les Vietnamiens arrivent, ils vont libérer le peuple cambodgien. Bon, il faut savoir que ça a été un massacre, hein, plus de 2 millions de personnes vont mourir à cette époque, donc c'est quasiment un quart, voire un tiers de la population. Les chiffres, on peut toujours en discuter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que surtout, toutes les personnes qui étaient aux commandes à l'époque, avant les Khmers rouges, notamment à la municipalité de Phnom Penh, en fait, il y a très peu de spécialistes en fait, qui reviennent. Et donc, typiquement, la municipalité de Phnom Penh, des gens qui sont capables après de remettre en fonctionnement la ville, il n'y en a plus beaucoup. Il en reste plus que 3 à l'échelle de la municipalité de Phnom Penh. Et donc tout à l'heure, je mentionnais le fait qu'il y avait 2 saisons, une saison des pluies, une saison sèche. La ville de Phnom Penh, elle a réussi à fonctionner jusque-là parce qu'il y avait des gens qui prenaient soin d'ouvrir les vannes quand c'était la saison sèche, parce que l'eau, elle peut partir dans le Mékong, il n'y a pas de problème. Et puis il faut refermer ces mêmes vannes pendant la saison des pluies, parce que sinon, c'est les eaux qui rentrent dans la ville. Mais le problème, c'est que pendant ces 4 années où il y a eu les Khmers rouges, il n'y a pas eu ces personnes qui fermaient, qui ouvraient les vannes. Donc, en fait, ça a été aussi quelque chose de très compliqué à remettre en place, notamment au sortir des Khmers rouges. Donc, il a fallu remettre en place tout l'assainissement, mais aussi faire fonctionner les vannes. Et en fait, tout ça, ça allait conditionner aussi la sécurité par la suite des habitants. Donc, c'était assez particulier. Et ce qui se passe actuellement, le fait que, oui, il y a énormément d'investisseurs chinois. J'ai des collègues qui travaillent là-dessus et qui en parleraient beaucoup mieux que moi. Mais quand même, pour m'être intéressée un peu à la production urbaine. Et puis actuellement, avec un collègue, on est en train de travailler sur en fait, les tours de condominium, et on essaie de comprendre en fait, comment ces tours de condominium sont faites à la fois matériellement, mais aussi par rapport au flux de capitaux. Oui, on se rend compte qu'il y a une mainmise chinoise sur pas mal d'espace. Typiquement, moi je vous parlais du canal que je suis en train de suivre. Le canal que je suis en train de suivre, il est financé par la Chine. Les routes qu'on appelle des ring roads aux alentours de Phnom Penh, la numéro 3 vient d'être nommée, elle s'appelle Xi Jinping. Le nouvel aéroport de Phnom Penh, il est financé en partie par des capitaux chinois. Donc oui, la Chine, elle est peut-être un peu partout au Cambodge, mais limiter la lecture de la production urbaine aux investissements chinois, ce serait aussi peut-être oublier qu'il y a aussi d'autres personnes. Il y a les Japonais qui sont aussi très présents, notamment dans les infrastructures hydrauliques. Il y a aussi beaucoup d'Américains qui aussi continuent d'investir dans des tours de condominium. On n'oublie pas qu'au Cambodge, il y a 2 monnaies, hein. Il y a le dollar et il y a le riel. Donc il y a aussi toujours une présence américaine, en tout cas... Il y a une ombre qui plane. Donc voilà, je pense qu'il y a les Chinois, mais pas que. Et du coup, dans un pays comme le Cambodge, en effet, la question de désoccidentaliser la pensée, elle est compliquée. Ouais. D'accord, donc on termine sur cette note. Désoccidentaliser la pensée là-bas, c'est compliqué. Ce qu'on comprend bien. Non, mais merci beaucoup d'avoir mis l'accent sur de ce point-là. J'aurais dû et pu le faire, le rôle de cette puissance régionale, absolument mondiale, qu'est la Chine, mais dans cette région. Et
qui vient complexifier les questions postcoloniales de manière extrêmement intéressante. La manière dont un État de cette puissance-là, de cette taille-là, s'insère par tout un tas de moyens différents dans la région, et c'est évidemment un enjeu absolument majeur. Merci beaucoup à Dolores Bertres pour cet entretien. Merci aussi à Alice Guittard pour ses interventions.